Bonjour tout le monde. Je vous laisse quelques minutes pour arriver. Ceux qui sont déjà avec nous, je vous invite à écrire là, dans la boîte chat, juste nous dire d'où vous venez, vous êtes de quelle région, vous êtes de quel profil, là, juste un petit coucou pour qu'on voit qui est avec nous aujourd'hui. Vous avez là, la boîte là, questions que vous pouvez nous écrire. Les gens se joignent, ce ne sera pas très long. Et donc, on va commencer sans plus tarder. On a des gens avec nous, des agents d'amélioration continue de la qualité, des gens intéressés en recherche, des cliniciens. Vraiment une belle représentativité là, des participants aujourd'hui pour ce premier webinaire de la série 2019-2020 du Réseau 1 Québec. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, on a un super webinaire qui nous attend sur Pulsar, donc un espace collaboratif de recherche et d'innovation. Et on a avec nous euh, aujourd'hui, on a Carole Artaud-Nourry, pardon. Carole Artaud-Nourry et Raymond Poirier, donc de l'Université de Laval, qui sont là avec nous aujourd'hui pour vraiment nous parler de cette initiative-là. Et puis, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire tout au long du webinaire dans la boîte pour taper. Sinon, à la fin, il va y avoir une période de discussion, donc vous pourrez soit poser vos questions par écrit ou sinon on pourra ouvrir votre micro là, pour que vous puissiez poser vos questions. C'est bon, Carole, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous passe la parole là, pour nous parler de votre super initiative et pour présenter ça à nos participants aujourd'hui. Bonjour à tous. Un tout petit instant parce qu'on va récupérer le contrôle de la présentation. Quelques instants. Déjà, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. C'est l'heure du lunch, c'est vendredi, donc vraiment, on apprécie beaucoup que vous preniez le temps avec nous. On est super content de pouvoir vous présenter une initiative qui démarre à Québec, mais qui a pour objet de justement faire profiter l'ensemble de la région du Québec en général, puis peut-être même plus loin que ça dans le futur. Donc là, je suis avec mon collègue Raymond. Moi, je suis chef de secteur à la direction des technologies de l'information à l'Université Laval. Mais en tant que tel, jour 1 de Pulsar, j'étais la chef de projet de Pulsar. Entre-temps, je suis devenue chef de secteur, mais à l'origine, j'étais jour 1 chef de projet Pulsar. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis avec vous et je suis accompagnée de Raymond. Je vais te laisser te présenter, Raymond. Actuellement, en fait, je travaille en valorisation et développement en fait, du créneau santé durable pour le vice-rectorat aux affaires externes internationales et à la santé ici à l'Université Laval, dans le contexte d'un parcours depuis une dizaine, douzaine d'années où je travaille à la valorisation de la recherche, bien souvent en lien avec le numérique dans divers angles. Donc, évidemment, tout naturel pour moi de m'intéresser et de vous accompagner dans la découverte de cet accélérateur qui est Pulsar. Donc là, on va commencer à vous faire une présentation. Je pense que vous pourrez poser des questions en cours de route et à la fin. Et première chose, vous savez, on a un site web auquel vous pourrez accéder et aller faire un petit tour prochainement. Donc là, on va démarrer. Alors, pour Pulsar. Pulsar, en fait, déjà, on le présente, comme vient de le dire Raymond, comme un accélérateur d'initiatives, de projets, d'initiatives citoyennes, de projets de recherche. De la même façon, une capacité que l'on a de constituer un système apprenant, puis on vous le montrera un petit peu plus tard. Là, aujourd'hui, on va vous faire un aperçu général. Pulsar, on pourra en parler pendant 2 heures, 3 heures, même plus que ça. Donc là, on a sélectionné avec Raymond plusieurs sujets pour vous accrocher, pour vous intéresser. Puis par la suite, si vous avez des questions, on sera content d'y répondre ou même de faire d'autres commentaires. Maintenant, cet accélérateur-là, il a plusieurs objectifs. Déjà une philosophie, la santé durable, améliorer la santé de la population, comment on peut travailler tous ensemble là-dessus. Donc, enrichir le savoir pour être capable de le faire encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, améliorer les pratiques parce que bien entendu, si on veut aller jusqu'au concret, jusqu'à la population, ça ne peut pas être juste de la recherche. Il faut que la recherche travaille en collaboration avec les intervenants du milieu pour améliorer les pratiques, développer une santé publique de précision. En fait, on a trouvé cette expression-là, santé publique de précision, intéressante pour l'image Pulsar, parce que c'est
oui, on fait de la santé, la médecine de précision par individu, mais au-delà de ça, c'est comment nous, en tant que population, dans des quartiers, dans des villes, dans des régions, bien, on a des contextes qui font qu'on est plus ou moins bien entouré pour être en santé. Déployer le potentiel de l'intelligence artificielle, ça s'en vient, c'est très à la mode. Nous, on a commencé par les données, par l'éthique, et maintenant, on va embarquer dans l'intelligence artificielle. Autre chose, une grosse philosophie dans Pulsar, c'est la collaboration. Gagnant-gagnant, collaborer, partager. Donc, c'est sûr que c'est une collaboration pas juste entre universitaires, c'est une collaboration avec les citoyens, c'est une collaboration avec les intervenants et avec les décideurs. Et tout ça dans un objectif, œuvrer pour le bien commun et donc la santé durable. Maintenant, la santé durable. Qu'est-ce que c'est la santé durable, hein? Quand on nous parlait du développement durable, on n'avait pas nécessairement besoin de définition. On se l'est approprié dans le temps, hein, depuis un moment que ça existe. Mais en fait, la santé durable, c'est une vision contemporaine de la santé. On connaît beaucoup la santé curative, hein. Je ne suis pas malade, donc je suis en santé. Je n'ai pas mis les pieds chez le médecin depuis 2 ans, donc je suis en santé depuis 2 ans. On sait que ce n'est pas toujours vrai, mais c'est la réalité. Et lorsque je rentre dans le milieu de la santé, c'est parce que je suis malade, donc j'ai besoin de recouvrer la santé. En tant que telle, la conception classique, c'est celle-ci à peu près. Maintenant, si on regarde la santé dans une dimension beaucoup plus large, c'est comment est-ce que moi, je suis capable, cette ressource qu'est la santé, de l'avoir, de la maintenir, si je la perds, de la récupérer plus vite, grâce à un environnement, donc les différentes facettes qui viennent toucher la santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en place, bien sûr, des habitudes de vie saines, ça on en entend parler depuis vraiment longtemps, mais aussi l'accès équitable à des ressources. Parce que si, même si j'ai des habitudes de vie saines, ben, si je n'ai pas accès à des ressources quand j'en ai besoin, ben, peut-être que je vais avoir une santé qui va se dégrader. Peut-être que si la qualité de mon environnement est polluée, je vais bien avoir beau, bien manger, faire du sport, ça ne me permettra pas d'être en santé. Donc, l'idée, c'est que tous ensemble, on soit capable d'avoir une intervention liée au bien-être des individus, que ça soit la ville, que ça soit le gouvernement, que ça soit chacun d'entre nous, et dans une idée d'avoir une qualité de vie aujourd'hui, mais aussi dans l'esprit des générations futures. Donc, vous voyez, le durable, ce n'est pas juste pour aujourd'hui, c'est aussi pour les générations futures. Maintenant, en gros, si on résume, la santé durable, c'est un esprit sain, dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sain sur une planète en santé. Bon, d'où ça vient ça? Alors, on a fait quelques recherches. On pourra toujours trouver d'autres raisons, hein. On n'a pas fait un doctorat sur d'où ça vient la santé durable. Par contre, on peut dire que le concept de santé est né quand même depuis 1945-46 à l'OMS. Ça a été déjà discuté avant, mais ça a été formalisé à ce moment-là. La santé, je dirais, dans un volet classique. Ensuite, on a le développement durable qui a rentré dans les dynamiques. Et en 2002, on a vraiment le principe de la santé durable. Donc là, on vous a donné plusieurs informations que vous pourrez regarder puisqu'on vous transmettra la présentation. Mais vraiment, le concept de santé durable a été beaucoup plus formalisé en 2002 à Johannesburg lors du sommet mondial sur le développement durable. Et de là a commencé à naître un certain nombre d'initiatives et l'Université Laval a été précurseur parce que depuis 2013, le concept de santé durable est discuté ici avec l'Université Laval, mais aussi avec ses partenaires du milieu, donc les centres hospitaliers, l'INSPQ, l'INES, sont des organisations qui se sont réunies pour réfléchir sur ce concept-là, comment est-ce qu'on améliore finalement et quels sont les moyens qu'on peut mettre en place tous ensemble pour, je dirais, vivre la santé durable minimalement dans la région, mais maintenant c'est en train de s'étendre un petit peu partout. Et puis donc 2017-2022, arrivée d'une nouvelle direction de l'Université Laval et une nouvelle planification stratégique. Donc, c'est sûr que l'Alliance Santé Québec, qui a été ce regroupement qui a pensé la santé durable depuis 2013, initié par l'Université Laval et avec ses partenaires, a bien entendu influencé la planification stratégique de la nouvelle direction de l'Université Laval. Et la santé durable et le bien-être collectif fait partie d'un objectif très clair. Et dans cet objectif, nous avions la plateforme collaborative de recherche et d'innovation en santé durable qui était nommément identifiée. Donc, il y a vraiment, je vous dirais, un support très, très fort de différentes organisations, dont l'Université Laval et sa direction. Maintenant, l'Université Laval, la santé durable, comment est-ce que ça se décline? Bien, on a vraiment travaillé très fort dans les derniers mois pour justement dire, ça pourrait toucher combien de nos chercheurs? Qu'est-ce que la santé durable? Puis des fois, je donne l'exemple.
souvent on pense santé, médecine dentaire, sciences infirmières, donc vraiment sciences sociales, psychologie, des choses comme ça. Mais en tant que tel, la santé durable, c'est plus que ça. C'est est-ce que je vis dans un environnement exempt de harcèlement psychologique? Est-ce que je suis bien entourée dans mon milieu social? Est-ce que je vis dans un environnement où je peux me reposer à la fin de la journée? Donc, vous voyez, il y a l'environnement physique, est-ce que je peux marcher, mais aussi, est-ce que j'ai un environnement qui me permet d'être en santé? Est-ce que mentalement, je suis équilibrée, mais aussi, est-ce que je suis capable de me déployer intellectuellement? Je vous donne plusieurs exemples. Et bien sûr, on continue sur la santé sociale. Donc là, on a près de 900 chercheurs et plus de 60 unités de recherche qui sont liées et qui aujourd'hui font déjà des projets liés à la santé durable. Bien sûr, un des éléments dans Pulsar, c'est l'action concrète. Donc, comment est-ce qu'on accélère? Tout à l'heure, Raymond a utilisé le terme d'accélération. Comment est-ce qu'on accélère la découverte de la recherche pour l'amener jusqu'aux citoyens? C'est un des objectifs qu'on souhaite faire avec Pulsar. Et bien sûr, les données massives, hein, on en parle beaucoup, l'intelligence artificielle, données massives. Eh bien, on s'est équipé à l'Université Laval. On a eu un gros investissement fédéral-provincial pour monter une infrastructure de 20 millions de dollars en données massives. Donc, Pulsar s'appuie sur cette infrastructure-là. Quelques domaines d'études. Là, je vous ai donné un petit aperçu avec des exemples un petit peu, je dirais, génériques. Bien sûr, on a des domaines d'études dans lesquels on est quand même très fort. Caractéristiques biologiques, génétiques, l'économie, la politique, société. Je ne vais peut-être pas relire l'ensemble de la diapo, mais l'idée, c'est d'aller de l'individu jusqu'au service qu'il reçoit, du social jusqu'au physique. Vous voyez, niveau de vie, éducation, je vous disais tout à l'heure, exemple, est-ce que je suis capable de me développer intellectuellement au maximum de ma capacité, selon mon souhait, l'environnement, habitudes de vie. Souvent, on parle plus des habitudes de vie aujourd'hui, mais ce qu'on est en train de réfléchir avec la santé durable, c'est comment on vient intégrer l'ensemble de tout ça de façon peut-être un petit peu plus coordonnée, je dirais. Bon, maintenant, intégration de la... Je vais vous donner quelques exemples. On en a parsemé. C'est Raymond qui a plus particulièrement fait cette recherche-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Ville de Québec est déjà très engagée dans la santé durable. Certains d'entre vous le savent peut-être. Nous collaborons avec eux. Nous avons collaboré pour le défi des villes intelligentes qui avait pour objectif la réduction des inégalités sociales de santé dans un objectif de santé durable. Et dans le cadre de cette initiative-là, on a donc plusieurs projets qu'on est encore en train de travailler avec la ville. Mais la ville avait déjà commencé à intégrer la santé durable dans sa philosophie de travail pour une partie de ses projets, dont, entre autres, le travail qu'Alexandre Lebel a fait avec eux. C'est-à-dire que la ville évalue ses projets en fonction de l'impact sur la santé. Donc, l'aménagement qui est en train d'être réfléchi, c'est quoi l'impact sur la santé? Donc, il y a des réflexions avant de prendre des décisions qui se font autour de critères très, très précis liés à la santé durable. Ça, c'est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'on vient concrètement mettre en œuvre les réflexions et les effets. On vient se poser la question des effets des aménagements sur la vie et le bien-être de la population. Autre projet, mieux communiquer pour participer. Et là, je vais passer la place à Raymond parce que ce projet-là, c'est lui qui le connaît mieux que moi. Et il faut dire, en fait, on a été chercher ces deux projets-là pour vous montrer, dans le fond, on arrive avec des éléments de santé durable, et Carole, tu le disais bien, dans le fond, c'est déjà des projets qui sont implantés, qui existent avant Pulsar et qui vont se poursuivre après Pulsar, des petits, des moyens, des grands. Et donc, dans ce cas-ci, on est dans le contexte d'un projet où des gens de la clinique d'orthophonie sociale associés au Patro Rocamadour ont été chercher de l'expertise à l'Université Laval, leur demandant, dans le fond, de les accompagner pour former les intervenants en camp de jour, donc les jeunes adolescents qui accompagnent pendant un été les plus jeunes, et pour pouvoir les aider à appréhender et à accompagner ces jeunes-là qui ont des défis en orthophonie, des défis en élocution, par exemple, en langage. Donc, comment on accompagne des ados pour qu'eux-mêmes accompagnent bien des jeunes. Donc, c'est un peu un projet qui vise à répondre et à proposer une approche en ce sens. Donc, c'est deux exemples de projets en santé durable. Les projets qui sont basés sur l'expérience humaine d'abord, celui de M. Lebel également qui intègre des données. Il faut dire que, dans le fond, la santé durable se fait sans les données massives, mais évidemment, les données massives sont une richesse importante, majeure à exploiter pour pousser plus avant le développement du potentiel de l'innovation et de la recherche en santé durable.
on s'est dit peut-être un petit rappel sur ce que sont les données massives. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être travaillez-vous en lien avec les données, mais c'est toujours important de se rappeler d'emblée que les données massives, c'est la base, dans le fond, qui permet ensuite d'exploser les technologies. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle d'objets connectés, de robotique, de deep learning, de machine learning, etc., eh bien, l'ensemble de ces technologies-là doit travailler à partir des données. Les données elles-mêmes sont supportées par des infrastructures de télécommunication, par des infrastructures de stockage, dont Pulsar fait partie d'ailleurs. Et donc, on travaille à développer les données et ça nous amène justement après ça à pouvoir déployer une pluralité de technologies. Les données massives, comment on les définit? J'aime bien utiliser les 5 V. Généralement, si vous cherchez sur le web, vous allez plutôt en trouver 4, mais le 5e, tranquillement, fait son chemin aussi. Donc, quand on parle de Big Data, on parle de variété. Variété, j'entends variété de formats, donc des images, des textes, des médias sociaux, des fichiers sur le web, des courriels, etc. Donc, l'ensemble, dans le fond, des éléments qui sont générés à l'intérieur des appareils informatiques, à l'intérieur des organisations également. Donc, il y a une pluralité de formats. Et le volume, c'est que c'est des données qui sont générées en grande quantité. On est dans un contexte où je crois qu'à chaque année ou presque, on génère plus de données que dans une majeure partie de l'histoire humaine. Donc, le volume, il est là. Évidemment, le défi dans le contexte de ce volume-là, c'est qu'il se génère, je le disais, rapidement. Donc, on a la vitesse. Et comme il y a beaucoup de données qui sont générées, des données variées à un gros volume, eh bien, on peut, disons, avoir une certaine difficulté à trouver des bonnes questions, à trouver des bonnes données qui vont avoir de la valeur. Donc, cette valeur-là, eh bien, c'est quelles données vont être utiles pour répondre à ma question, dans le contexte de mon projet innovant, etc., etc. Donc, générer de la valeur. Et le dernier élément, et non le moindre, c'est la véracité. Donc, il faut s'assurer que ces données-là soient probantes, qu'elles soient représentatives, qu'il y ait non seulement une valeur intrinsèque en tant que telle, mais qu'il y ait une certitude que c'est des données qui sont vraies. Donc, ça, c'est les 5 V qu'on associe, si on peut dire, aux données massives. 2 exemples de projets pour voir un peu comment on peut faire l'adéquation entre les données massives et la santé durable. Mobilisig, un projet porté par Mir Mostafavi, qui vise à scanner, si on peut dire, donc aller chercher des données sur la marchabilité dans les quartiers centraux. Donc, le projet pilote est dans la région de Québec, donc dans les quartiers centraux de Québec, pour ensuite accompagner les personnes qui ont des défis de mobilité dans le choix des trajets qu'ils vont faire. Donc, il y a de l'intelligence artificielle là-dedans, il y a des données massives et c'est dans un contexte de santé durable. Autre exemple, Oracle 2, c'est un projet qui a été lancé tout récemment dans la foulée justement des inondations, des grandes inondations qu'on a connues au printemps dernier. Donc, il y a un ensemble de projets qui ont été attribués du côté de l'Université Laval. Celui-là est porté par Thierry Badard également du côté de Géomatique. Et l'objectif, c'est de dresser un portrait du risque en lien avec le patrimoine bâti, en lien avec les édifices, les adresses, en lien avec le degré de risque. Donc, on va chercher dans l'intelligence géospatiale pour dresser un portrait du risque lié aux inondations. Donc, on est dans un autre niveau, peut-être un peu plus en lien avec la santé publique dans ce cas-ci. C'est 2 exemples de projets qui sont implicitement liés à la santé durable. Donc, avec les données, c'est la puissance évidemment derrière Pulsar. C'est aussi pour ça qu'on parle de données massives, parce que c'est des données donc de nature variée qui sont à l'intérieur de cette plateforme-là, générées par des projets de recherche, générées par des banques partenaires, générées par d'autres initiatives. C'est des données qu'on doit valoriser. Donc, quand on les concerte, elles deviennent pertinentes, elles peuvent inspirer des innovations, elles peuvent inspirer des projets de recherche, elles peuvent inspirer de l'action. C'est des données qui sont accessibles parce que, évidemment, on vise à ce qu'elles soient déjà décloisonnées, à ce qu'il y ait déjà un consentement éthique. Carole en avait pipé mot tantôt. On reviendra là-dessus tout à l'heure d'ailleurs. Donc, de faciliter l'accessibilité à ces données-là, des données d'importance, de s'assurer que, justement, par cette accessibilité-là, on est en mesure de créer un dynamisme autour des données, un partage de l'échange, de la communication, de décloisonner, finalement, nos travaux, nos initiatives. Et on revient à la notion de valeur et véracité, donc que ce soit des données qui sont de qualité, qui sont structurées, qui sont harmonisées, qui sont véritables, qui sont probantes, qui sont associées à une méthodologie qui nous permet de véritablement l'utiliser au profit de la recherche et de l'innovation. Et c'est des données qui sont en quantité, donc d'avoir beaucoup d'informations pour répondre à plusieurs questions et pour favoriser le plus de croisements possible. Je vais t'arrêter un instant juste pour vous donner un petit peu l'expression que des fois on utilise en équipe. Les données massives, c'est un peu comme le pétrole.
C'est-à-dire que tant qu'on ne les a pas traités, c'est polluant le pétrole. Hein? C'est pas mal polluant, puis on est tous d'accord avec ça. Sauf que quand on a raffiné le pétrole, même si on est tous d'accord pour le développement durable, on veut limiter son utilisation, mais le pétrole qui était un polluant, qui était gluant, qui prenait beaucoup de place, qui ne sert à rien, qui sent mauvais, quand on le traite, ils sont toujours mauvais, mais un peu moins, mais à ce moment-là, il peut servir à la population. Ben, les données massives, c'est la même chose. Si on les a pour les avoir et qu'on ne les traite pas, puis qu'après, on ne les utilise pas pour des objets concrets au service de la population, c'est un polluant. Ça coûte beaucoup d'argent à stocker, c'est beaucoup d'énergie que l'on utilise pour ce stockage-là, et donc c'est toute une conséquence sur la santé et la durabilité de notre planète. Donc, on fait des fois un parallèle avec ça, surtout nous dans l'équipe, pour dire en quoi c'est une priorité de travailler à les valoriser et de ne pas juste les stocker pour les stocker. Je t'ai piqué la place. C'est très correct. Et puisque tu es sur la lancée, parlons un peu de l'accélérateur. C'est moi. Alors, l'accélérateur, Pulsar. Je vais te laisser test sur les pitons maintenant. Donc, l'accélérateur Pulsar, on en a un petit peu parlé. Juste pour vous dire, puis Raymond a un excellent point. La plupart des technologies, souvent, on est des équipes de technologie et on part très, très vite sur la technologie, on monte une plateforme, etc. Puis ça a été un petit peu différent parce qu'on a commencé par recevoir un mandat qui était « Bon, ben, Carole, monte-nous une plateforme collaborative de recherche et innovation en santé durable. » Point. OK, ben, je fais quoi avec ça? Et ce qui a été vraiment extraordinaire, c'est qu'on a plus de 150 chercheurs, peut-être même 200 chercheurs qui ont travaillé, chercheurs, professionnels de recherche, intervenants, qui ont travaillé avec nous pour réfléchir qu'est-ce que ça pouvait être, comment est-ce que ça pouvait contribuer à la santé durable et qu'est-ce que ça prenait pour ça. Et on est arrivé après des ateliers, des heures de travail, on est arrivé après moins d'1 an à définir ce que serait Pulsar. Et 1 an plus tard, donc là maintenant ça fait un peu moins de 2 ans, on a mis une première pierre dans l'ensemble de l'écosystème Pulsar. Ça, c'est la plateforme que vous pouvez aller voir, les projets qu'on accueille, l'infrastructure, les messages que l'on passe. Mais en tant que tel, Pulsar, ça a été réfléchi en collégialité. Le nom même de Pulsar a été décidé en collégialité. Donc, Pulsar, c'est explorer des nouvelles avenues en matière de santé publique de précision, mais aussi en matière de services de santé, en matière de recherche, en matière de santé tout court. C'est partagé. On a une philosophie derrière Pulsar. Un peu le potluck, vous savez, vous venez dans un potluck, ben, il faut amener quelque chose si vous voulez pouvoir picosser dans les plats des autres. C'est un peu cet esprit-là, sachant que ça se fait quand même avec beaucoup d'éthique et de sécurité. Je vous dirais, on a travaillé plus d'1 an avec le comité éthique pour arriver à quelque chose, pour faire bouger les lignes, mais aussi arriver à quelque chose qui permet de garder des données, d'avoir une banque santé durable qui partage les données des participants qui ont accepté avec les chercheurs. Toujours, chaque chercheur doit avoir son comité éthique qui approuve sa demande, mais on a une banque de données qui est en train de se constituer. Je peux vous dire, aujourd'hui, on a plus de 1000 personnes qui se sont inscrites dans cette banque de données à travers un de nos projets, et la conversion entre un projet et la banque de données santé durable est de 95%. L'acceptabilité sociale, elle est là. On est tous prêts à contribuer. Et agir, bien sûr, agir plus rapidement, parce que c'est ça ce qu'on veut faire, aller beaucoup plus vite vers le terrain. Maintenant, rapidement, parce que le temps passe vite, finalement, on est tous les deux bavards, le temps passe vite. Pulsar, c'est quoi? C'est une communauté que vous voyez en haut de la fleur. On a une idée, l'idée d'un chercheur, l'idée d'un citoyen, l'idée d'un décideur, un besoin, une préoccupation. Elle est partagée aux chercheurs et à leurs équipes, et eux travaillent en collaboration. Ils ne prennent pas l'idée tout seul pour se balader tout seul après, avec tout un objectif d'intelligence collective, de transfert de connaissances. On établit des nouvelles collaborations. Tout à l'heure, on disait Raymond, c'était intersectorialité, par exemple, interdisciplinarité, je ne sais pas ce que tu disais en fait, mais on veut le dire. On doit le dire. C'est ça. Et pour que cette communauté puisse avancer, il faut lui donner des outils. Donc, comme je viens de le dire, on a un encadrement éthique extrêmement sévère, mais qui en même temps vient donner la capacité, donc sévère tout en ayant bougé les lignes. On a des échanges sécurisés, on a un programme de recherche, un programme de gestion de la recherche en Pulsar qui permet d'unifier les forces et de s'assurer que tout le monde se parle et que l'on sait ce qui se passe. Et tout ça appuyé sur une infrastructure technologique extrêmement solide, de l'intelligence artificielle qui s'en vient, mais des outils d'analyse, de calcul, d'harmonisation, tout ça est déjà en place. Maintenant, pour les petits, les grands projets en santé durable, bien sûr, tout à l'heure, on a parlé des données massives, mais on le sait, ce ne sont pas toujours des données massives. Des fois, on va avoir 50 patients
ou 50 participants, dépendamment de l'étude. Et déjà, ça aussi, ça contribue. On n'est pas en train de dire que c'est la donnée massive qui prend la place. Chaque projet a sa valeur, que ça soit un grand projet, que ça soit un petit projet, que ça soit un projet avec une grosse population, sans population, que l'on ait des espaces X ou Y. L'ensemble fait que on peut très bien avoir des échantillons limités, de grands échantillons, et puis ça, c'est comment est-ce qu'on va moduler le service en fonction du besoin du chercheur et comment est-ce qu'on va lui permettre aux intervenants, aux citoyens de contribuer à ces projets, petits ou grands. Maintenant, là, les valeurs plus ça, la transparence. On travaille très très fort avec ça. On est même en train de réfléchir maintenant qu'on est en opération à avoir une gouvernance avec citoyens présents, intervenants et les chercheurs présents dans les différentes strates de gouvernance. La sécurité, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une sécurité qui se rapproche de la sécurité des forces américaines en enlevant les morceaux qui les concernent eux, juste nous, mais on est capable de sécuriser des données extrêmement sensibles. Collaboration, c'est le maître mot depuis le jour 1 et ça sera le maître mot dans le futur. Gagnant-gagnant, collaboration, échange, innovation. C'est sûr que faire la même chose qu'avant, c'est pas compliqué, mais là, on veut pousser, on veut bouger les lignes, on veut aller plus loin. Puis fiabilité, avec l'infrastructure que l'on a et les équipes extrêmement expertes que l'on a à l'Université Laval, on a la prétention qu'on pourra travailler ensemble sur des éléments fiables. Maintenant, on envisage la santé de façon globale, donc une approche scientifique peut-être pour certains un peu différente, d'autres le font déjà depuis un certain nombre de temps. Bien sûr, ça fait plusieurs fois que je le dis, application concrète, on veut être ciblé sur les résultats. Publier, c'est très bien. Aller plus loin que publier, c'est-à-dire appliquer, c'est encore mieux. Participative, une vision où on veut les citoyens, les participants, les patients partenaires, les décideurs, réunir tout le monde autour de la table avec les intervenants et les chercheurs. Et bien sûr, l'interdisciplinarité, que l'on soit tous à travailler ensemble, mais en interdisciplinarité. Maintenant, banque de données. Alors, Pulsar, comment ça marche? Un projet peut très bien rentrer dans Pulsar puis dire, moi, j'ai l'intention d'aller chercher tel type de données. Je ne peux pas partager toutes mes données, mais je peux partager la moitié de mes données. Ça fonctionne. Je suis presque mes participants, on leur demande de contribuer à la banque santé durable parce qu'à travers les projets, on est en train de monter une banque santé durable. Donc, chaque projet peut choisir, je partage une partie de mes données, je partage toutes mes données, je ne partage pas certaines données, mais j'accepte que mes participants viennent déposer leurs données dans la banque santé durable. On a des processus très structurés qui permettent tous ces scénarios-là. Le seul scénario, c'est je ne veux pas partager, on va l'accueillir, mais peut-être pas dans plus ça. Éthique, sécurité. On en a parlé un petit peu, puis je ne vais pas revenir trop dessus parce que je regarde l'heure qui passe. Comme je disais tout à l'heure, on a travaillé 1 an avec le comité éthique. On s'assure que les données sont protégées. On a une coordination éthique, scientifique. On a un directeur scientifique qui sont extrêmement vigilants. Ils se lèvent le matin en pensant à ça. C'est leur travail. On est aussi très en lien avec des actifs informationnels qui nous permettent de respecter cet élément d'éthique et on continue à travailler avec le comité éthique pour faire évoluer. Bien sûr, ce n'est pas statique. Plateforme collaborative en transformant la façon d'envisager la recherche. Je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour. Oui. À moins que tu voulais rajouter un En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'essentiellement, actuellement, on est un peu dans une approche linéaire. On parle beaucoup des silos. Dans le fond, c'est un peu l'approche classique de recherche et d'innovation qui a les résultats, qui fonctionnent. Veut pas, en fait, on accomplit de belles choses actuellement, mais on est un peu dans une logique où on propose, dans le fond, de changer le paradigme par le biais des données massives, par le biais de la santé durable, mais on a un langage commun sur lequel on peut travailler et sur lequel on peut transformer, dans le fond, l'approche linéaire en un écosystème apprenant autour de la santé durable où il y a une pluralité de joueurs qui vont être sollicités, qui vont pouvoir justement échanger, collaborer, travailler parce que justement, on a des bases de langage communes, des bases technologiques, des bases thématiques et même au-delà de ces bases-là, où on peut se développer des assises communes parce qu'on travaille ensemble pour le bien commun, parce qu'on implique les citoyens pour lesquels on travaille, que ce soit les patients partenaires, que ce soit les patients, que ce soit les citoyens, des acteurs sociaux, parce que justement, on en parlait au départ, donc on développe une approche de santé publique de précision en s'appuyant sur des données et parce que, dans le fond, la population, par le biais de cette approche-là,
est intégré de manière intrinsèque au procédé et donc peut s'engager de façon proactive aussi à sa santé et au bien-être de son milieu autant que son bien-être personnel. Donc, à travers tout ça, bien, ce qu'on dit un peu, c'est que Pulsar, bien, c'est une expertise des infrastructures de recherche avec 900 chercheurs liés à toutes les facultés du campus qui s'intéressent à la santé durable. Que de collaborer et de travailler avec Pulsar, bien, c'est de pouvoir bénéficier de programmes qui soutiennent la collaboration entre recherche et entreprise, autant que des programmes typiques pour la recherche et pour l'entreprise, donc pour des projets de court, moyenne et longue durée. Que par le biais de Pulsar, bien, on profite, Carole le disait très bien, d'avancées et d'éthique et de cybersécurité. On met beaucoup l'accent là-dessus, mais c'est parce que c'est vrai, les avancées sont concrètes et sont importantes. C'est majeur ce qui s'est fait avec Pulsar et on est très fiers de vous le partager et de vous le rappeler à quelques reprises aussi. Évidemment, tout ça, on parle de données massives, donc on parle aussi d'outils et services de calcul haute performance pour l'analyse, pour le traitement de données, un soutien d'affaires, un soutien technique. Donc, au-delà de la thématique, au-delà de la plateforme, il y a des équipes qui sont autour, des équipes qui s'assurent qu'on est capable d'aller chercher et tirer le maximum des projets de recherche et d'innovation qu'on développe. Et tout ça dans le contexte, on l'a mentionné aussi, d'une grande concertation régionale. Donc, ce n'est pas seulement l'Université Laval, c'est l'ensemble des acteurs de la santé de la grande région de Québec. C'est des acteurs municipaux, c'est des acteurs économiques qui sont présents autour de Pulsar. Et donc, ce qui fait qu'il y a une volonté régionale de développer ce créneau-là et de susciter l'innovation autour justement de la santé durable. Donc, c'est ce dans quoi les organisations, autant que les chercheurs qui collaborent à Pulsar, vont s'inscrire. Et tout ça dans le contexte où, au-delà de la technologie également, on développe des modèles d'évaluation originales et uniques autour de la santé durable, en se basant d'ailleurs sur le modèle développé par le M3S que vous pouvez retrouver sur le web, qui est un peu notre pierre d'assise quand on développe notre pensée à Pulsar en matière de santé durable. Donc, toujours dans l'idée d'un langage commun et en travers tout ça, donc, de développer des outils de mesure, des outils d'approche, des questionnaires, donc de travailler, on parlait des 150, 200 chercheurs, bien, on les sollicite pour demander dans leur domaine spécifique, c'est quoi les questionnaires les plus porteurs, pour que si un chercheur, par exemple, a des patients qu'il analyse dans le contexte d'un domaine X, exemple, le cancer, eh bien, il pourrait être intéressé à lui poser des questions sur son alimentation, sur le sommeil, mais quel questionnaire utiliser? Mais encore là, c'est du travail de fond qui est fait pour trouver des éléments de langage commun pour permettre ensuite d'être le plus porteur dans les données qu'on va chercher et dans les approches de collaboration qu'on est en mesure de mettre en place. Et tout ça dans le contexte où il y a des grands projets qui se lancent. Pulsar est en ligne depuis juin dernier. Il y a déjà des projets de recherche qui s'en viennent ou qui ont déjà commencé à être présents. Et déjà, donc, au fil des prochains mois, on parle de 40 000 Québécoises et Québécois qui vont être sollicités, donc patients ou citoyens, pour participer à des projets majeurs. Et il y en aura d'autres. On parle de projets majeurs, mais on l'a dit tantôt, des petits projets également qui vont se jouster à l'initiative. Et Carole, en fait, le portail est en ligne depuis juin dernier, depuis juin 2019. Absolument. Donc, on invite les gens à aller le visiter, en fait, sur pulsar.ca. Exact. Puis je vais simplement faire une petite, parce que là, on était un peu pressés tous les deux par rapport au temps pour vous laisser le temps de poser des questions. Dans les diapos que vous avez vus, il y a une notion de système apprenant et on est en train de travailler actuellement à mettre en place justement des liens avec les GMFU, par exemple. Et l'objectif, parce qu'on a mis beaucoup d'emphase dans les premiers mois sur la recherche, bien sûr, c'était d'une certaine façon notre clientèle captive, c'était ceux qui travaillaient avec nous au début. Mais là, on est en train de développer beaucoup plus la relation avec les établissements de santé, avec les GMF, les GMFU. L'objectif avec ça, c'est d'être capable de dire comment est-ce que Pulsar pourrait vous servir par des portraits réflexifs pour vous aider à améliorer votre pratique avec justement l'utilisation des données que vous avez. Comment est-ce qu'on peut travailler avec vous, travailler peut-être même avec, travailler avec des partenaires comme Par3 à Sherbrooke. Et l'idée, c'est qu'on est en train d'établir les premières relations et les premières pierres pour contribuer, pour évaluer comment est-ce qu'on pourrait contribuer, vous aider dans les différentes pratiques que vous avez à améliorer si vous le souhaitez, bien sûr. Donc là, c'est ce qui s'en vient. Dans l'année qui s'en vient, on va vraiment travailler beaucoup plus ce volet-là. Maintenant que la recherche est pas mal équipée, il faut qu'on s'occupe des autres. Et évidemment, le portail Pulsar lui-même, justement, vous pouvez le consulter parce qu'on vous donne
quand même beaucoup d'informations, mais évidemment, il y a d'autres informations qui sont là-dessus, des vidéos explicatives. Donc, c'est déjà quelque chose que vous pouvez disséminer aussi dans vos milieux. Il y a déjà quelques éléments des actualités. On parlait de données, on parlait d'engagement citoyen, mais on est déjà dans ces réalités-là. Et même à l'intérieur du portail, il y a une section où on invite les gens, les citoyens, les gens qui consultent le site à carrément proposer, lancer des idées de projets, des idées de problématiques. Donc, il y a quelque chose de très participatif aussi qui est ancré à l'intérieur de la démarche qu'on propose. Donc voilà, maintenant, bénéfice clinique de Pulsar, bien sûr, contribuer à l'intégration des services, la coordination des parcours, on parle beaucoup de trajectoire santé du patient, ça fait partie de ce que nous avons dans le radar maintenant pour travailler avec vous. La réflexivité, je viens d'en parler. On a aussi le suivi des variations, comment est-ce qu'on peut mesurer, hein, on le sait tous, les données, si on ne les utilise pas, ben en fait, elles viennent nous polluer, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Mais il y a aussi, si on veut être capable de s'améliorer, il faut pouvoir se mesurer, puis se mesurer soi-même, c'est-à-dire avoir un retour de l'information, une anticipation des risques, des besoins, des pronostics. Ça, je pense que vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Bien sûr, une idée, c'est de regarder comment est-ce qu'avec ces données, avec la recherche, on pourrait travailler à soutenir le diagnostic et le traitement, appuyer l'implication des participants et des patients à la recherche. Puis, en final, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut développer de nouvelles approches. Bien sûr, l'intégration des services, entreposage des données, on en a déjà parlé, les objets, la pertinence accrue des objets, des données de recherche, de voir comment est-ce qu'on les utilise, l'accessibilité, l'accès aux facilités. L'accès facilité aux données, on est vendredi midi. Vulgarisation, services et outils, ben, on l'a déjà pas mal mentionné, puis l'engagement du citoyen et du participant. Conclusion, on est un petit peu en retard sur notre ligne, on va être rapide, mais Pulsar, c'est un accélérateur pour innover dans la santé, perspective durable, inclusive, équitable. Toute la philosophie Pulsar, c'est une intention derrière ça, améliorer la santé, le bien-être de la population, comment on réunit nos énergies, comment on utilise au maximum nos capacités pour les donner, mais aussi pour nos compétences et expertises. L'interdisciplinarité, hein, c'est clair qu'aujourd'hui, ben, c'est pas tout seul on va peut-être aller plus vite tout seul, mais on ira moins loin. Intersectorialité, on brise les silos à travers Pulsar. On a déjà beaucoup de monde qui l'a fait, mais on va encore plus loin. Dialogue avec le public et les patients. L'objectif, c'est que ça ne soit pas juste les têtes pensantes qui avancent, mais chacun d'entre nous, on est intelligent et capable de contribuer. On a bien sûr à l'intérieur une infrastructure, outils de collecte, d'analyse, de valorisation et une expertise, une équipe ici qui est vraiment très experte et qui est au service de la communauté Pulsar. Vous voulez travailler avec Pulsar, vous êtes un citoyen, un clinicien, un chercheur, un décideur, ben écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. Le plus simple, c'est avec la plateforme, mais on est aussi, nous, joignables sans problème. Chaque projet, on le prend dans son unicité. Bien sûr, on essaie de réunir des solutions qui vont profiter à plus qu'un, mais on est très conscient que chaque initiative a ses particularités. Bien sûr aussi, on tient à ce que le citoyen soit au cœur de vos initiatives avec la capacité éthique de vous soutenir là-dedans et de gérer l'ensemble des bases de données, des données à collecter. En gros, c'est pas mal ça. Donc, on vient de vous présenter le super accélérateur du futur, Sky's the Limit. Et merci beaucoup pour votre présentation. C'était super, super intéressant. Juste vous rappeler là, pour les participants, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, écrivez-nous-les dans la boîte questions que vous voyez à l'écran. Sinon, vous pouvez aussi lever votre main pour poser la question à haute voix. On a avec nous aujourd'hui aussi Antoine Gros qui a gentiment accepté de lancer la discussion pour nous. Donc, Antoine, on va juste ouvrir ton micro. Antoine. Mais en fait, peut-être entre-temps qu'Antoine se joigne à nous parce qu'il semble avoir un petit délai. C'est bon, moi je venais de débloquer mon micro, c'est bon, je suis là, je vous entendais bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci de cette présentation aussi accélérée que très claire, complète. Je trouve que ça place bien les morceaux. Vous savez peut-être un intérêt moi-même pour Pulsar là, très grand. Je collabore avec ces gens-là aussi en essayant dans cet esprit participatif.
Moi, une des questions que je me pose, puis on ne l'a jamais creusé, puis vous l'avez abordé quand même rapidement, mais il y a une révolution dans Pulsar entourant la question du consentement. Ce que vous avez présenté, Carole, tu as parlé de la banque de données santé durable. J'aimerais avoir peut-être un peu plus de détails sur ce travail entourant le consentement et tous les travaux éthiques qui ont entouré cette démarche-là, qui finalement positionne Pulsar dans une posture assez révolutionnaire en cette matière. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci Antoine. Juste pour tout le monde, effectivement, Antoine travaille avec nous, donc on a triché. Non, c'est pas vrai, on n'a pas triché. Et il a collaboré. Il collabore aussi dans toutes les présentations qu'on fait. Il y a certains morceaux qui sont de sa source que je lui ai piqués. Donc, en gros, pour l'éthique, effectivement, comme tu le dis, Antoine, c'est une révolution dans le sens où le travail qu'on a fait avec le comité éthique, c'était à la fois, bien sûr, d'avoir la capacité de stocker des données personnelles, mais c'était surtout dans le cas de la Banque Santé Durable, d'avoir la capacité d'utiliser les données pour un sujet aussi large que la santé durable. Habituellement, les consentements sont sur une question de recherche, sur un domaine très, très précis. Par exemple, le cancer du sein. Donc là, les données doivent être utilisées dans le cadre du cancer du sein, puis même dans certains cas, pour une question encore plus précise que celle-là. Donc là, on a travaillé 1 an avec le comité scientifique pour dire, écoutez, nous, on voudrait pouvoir utiliser les données avec l'accord du participant, bien sûr, mais pouvoir les utiliser pour un sujet beaucoup plus large qui est la santé durable. Puis là, vous avez eu un petit aperçu de tout ce que ça couvre, la santé durable. Ça, c'est quoi? C'est donner la capacité à nos chercheurs de ne pas avoir à redépenser de l'argent pour aller chercher des données que l'on a déjà, mais justement, l'argent, notre argent des citoyens, leur temps pour être capables de travailler, ils ne le perdront plus pour ça. Ils vont être capables d'aller chercher ces informations-là qui ont été collectées et de les utiliser. L'autre chose aussi qui est vraiment intéressante, c'est qu'on a travaillé avec le comité éthique pour que ces données ne soient pas détruites. C'est-à-dire qu'on puisse les garder dans le temps, ce qui permet de garder des traces beaucoup plus longues, ce qui permet aussi de collaborer avec les participants dans le temps. Et on sait aujourd'hui qu'une des capacités de recherche, en fait, ce qui facilite la recherche et la pousse plus loin, c'est la capacité de suivre le patient ou le participant dans le temps et dans l'espace. Et avec la Banque Santé Durable et comment on l'a travaillé avec le comité éthique, cela va nous donner cette possibilité-là, vraiment dans le temps, conserver les données et être capable de poser des questions beaucoup plus larges, toujours dans le respect de l'éthique, parce que comme je disais tout à l'heure, chaque personne qui voudra utiliser la Banque Santé Durable devra faire approuver sa question au préalable, mais n'aura pas à reprendre la démarche de collecte de données. Est-ce que ça répond à la question, Antoine? Très bien, très clair. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On a une autre question qui nous vient de Holly Whitman, qui est en ligne avec nous, qui demande s'il y aura des frais qui vont être exigés des chercheurs qui veulent travailler avec les données. J'ai pas entendu votre question, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des frais qui vont être exigés des chercheurs qui veulent travailler avec Pulsar? Bon alors, c'est certain que la technologie, c'est pas gratuit. Cela dit, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de monter des modèles génériques, par exemple pour le consentement, etc., qui nous permettra de vous soutenir à des prix vraiment très raisonnables. Donc oui, il va y avoir un coût. Cela dit, actuellement, on travaille avec un projet qui utilise la collecte de données, des formulaires, l'inscription, tout se fait en ligne. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'étais avec quelques membres de cette équipe-là qui disaient, écoute, c'est magique. Au lieu d'être en train de perdre mon temps à rentrer des données à mitaine, je suis en train de faire de la recherche. Donc oui, il y a quelques coûts. Puis ça, à chaque projet, on va le faire en toute transparence. On ne fait pas l'objectif n'est pas de faire de bénéfices. C'est un coût réel que l'on facture au projet dans le cas où il a des spécificités. Et puis, pour ce qui est des stockages, c'est comme à l'habitude, il y a un coût par rapport à la quantité de données. Évidemment, le coût s'adapte en fonction du service qu'on utilise. Si, par exemple, on vise seulement l'usage des questionnaires en ligne et le partage des données, il n'y aura pas le même coût que si on choisit d'avoir accès à un scientifique de données pour nous accompagner, apporter une expertise. Donc, il y a une variabilité. Et ce qu'on recommande généralement, c'est que s'il y a un désir de collaborer, de prendre contact avec les membres de l'équipe. Et justement, le temps est pris de manière concrète, sympathique, pour justement qualifier un peu les éléments au niveau du prix, voir un peu les éléments qui relèvent de contributions un peu plus de in-kind, si on peut dire. Donc, il y a quand même un ensemble d'éléments, et donc ce qui fait que il
il y a beaucoup de possibilités, certains éléments à coût et d'autres éléments qui peuvent être considérés comme, au contraire, dans le budget in-kind du projet. Puis je vais même aller plus loin. Si là, vous vous apprêtez à déposer des demandes de subvention, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on va être capable de vous faire un estimé préliminaire que vous pourrez mettre dans votre budget. On a commencé à le faire avec plusieurs équipes de recherche et ça nous fera plaisir parce qu'après, ça vous débloque. Vous savez que vous avez un budget qui est réservé pour ça, c'est structuré, c'est pas compliqué. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on vous aidera à faire ces estimés-là. Merci. Il y avait Annie Poirier qui avait la main levée. Annie, est-ce qu'on ouvre son micro? Annie, est-ce que tu avais toujours une question? Ça allait, en fait, on y a répondu, mais également, je me demande, et je suppose la réponse, si une étudiante de maîtrise peut proposer son projet ou si un chercheur peut poser des questions pour un projet d'une étudiante à la maîtrise, je suppose que oui. Absolument, absolument. L'idée, c'est qu'on est toujours un chercheur de l'Université Laval parce que pour le moment, dans notre structuration, on souhaite que nos chercheurs soient impliqués. Mais l'idée peut venir d'absolument tout le monde. Même votre maman pourrait proposer un projet. Puis après, on établit une équipe autour de ça. Excellent. Je vous remercie. Je vous en prie. Et vous avez parlé un petit peu là, de votre collaboration avec la première ligne. C'est sûr que là, au réseau 1, on est un réseau de première ligne d'abord et avant tout. Donc, je ne sais pas si vous pourriez nous parler un petit peu plus des idées là, qui émergent de ces discussions-là avec les GMF, GMFU, de comment on pourrait utiliser une plateforme comme Pulsar pour appliquer les connaissances vraiment plus particulièrement en première ligne. Ben, en fait, là, on a un espion, c'est Antoine, qui est principalement travaillé avec l'équipe de première ligne. Puis, à la limite, ça me ferait même plaisir si Antoine souhaite en faire quelques mots sur lui, les démarches qu'il a entamées là-dessus. Si vous acceptez qu'on partage en équipe sur les conversations. Et Antoine, est-ce que tu acceptes de répondre à la question? As-tu disparu, Antoine? Oui, alors là, ça fonctionne. Ben oui, avec plaisir. Vous savez, je comprends très bien, Réseau 1 est un réseau de première ligne. D'ailleurs, on est dans les premières rencontres, on a eu certains échanges avec les gens de Réseau 1 à l'égard de ce que Pulsar pouvait apporter. L'intégration, en fait, elle est particulièrement aisée avec les milieux de première ligne pour plusieurs raisons. La première, c'est que les services de proximité sont très près de ces concepts de santé durable. On est beaucoup dans une espèce de santé à saveur communautaire. On est beaucoup dans l'intégration, le partage. Et dans l'intégration, je vais plus loin que l'interdisciplinarité. On est beaucoup dans l'intersectorialité aussi dans Pulsar, comme c'était évoqué. Alors, tous ces facteurs-là rendent assez intuitive la place de la première ligne. Mais au-delà de ça, vous vous rappelez que dans Pulsar, on a beaucoup la donnée qui est au cœur de ça. Et or, il s'avère que dans notre réalité bien québécoise, ben, la donnée en ce moment, en particulier en santé, avec la révolution des dossiers médicaux électroniques, ben, on la retrouve beaucoup plus aisément dans les milieux comme les groupes de médecine de famille, par exemple, ou les cliniques médicales, et beaucoup plus granulaire, beaucoup plus de manière utilisable ou structurable que ce qu'on peut retrouver, très ironiquement, encore une fois, dans les hôpitaux. On a des banques de données administratives, hospitalières, mais il y a vraiment quelque chose qui crée une affinité qui est contextuelle au Québec pour la première ligne. Alors, je ne suis pas très inquiet de voir une belle part offerte aux services de proximité à la première ligne dans le contexte de ces premières activités de démarrage de Pulsar qui, au fil du temps, et de la production ou de la conversion, de la transformation numérique des données, des activités en données dans le reste du secteur de la santé permettra d'étendre des activités de Pulsar à plus ou moins court terme, là, bien au-delà de la première ligne, tout en permettant cette lecture là, de la première ligne jusqu'à la deuxième, la troisième, la quatrième, finalement, une intégration, comme c'était évoqué, des parcours et des trajectoires de soins. Je ne sais pas si je réponds à votre question, si je vous rassure. Oui, absolument, merci. On a d'autres questions aussi qui nous viennent là, par écrit. Donc, une des questions qui vient, c'est comment est-ce que vous collaborez avec le nouveau guichet d'accès aux données du ministère? Bon, ben pour le moment, on est en lien avec la RAMQ, on est en lien avec toutes ces organisations-là, bien sûr. La réalité, c'est que la législation nous empêche d'être connectés de façon électronique.
Donc, ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a des travaux qui se font autour justement de la loi sur l'accès à l'information de la santé, on est en collaboration avec ces regroupements-là et on travaille tous dans le sens de faciliter l'accès à l'information. Je vous dirais qu'on n'a aucune visibilité sur savoir quand est-ce que ces données seront disponibles et que l'on pourra aller les chercher de façon automatique, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est autour de la table avec eux. Ah, merci. On se demande aussi, il y a Alex Poulain-Héron qui pose la question. Vous avez parlé d'accès au financement. Je veux savoir comment ça fonctionne. Est-ce que Pulsar offre du financement ou c'est plutôt qu'on dépose un projet avec un organisme subventionnaire en indiquant Pulsar comme collaborateur qui, après, nous favorise l'obtention de la subvention? Je voulais un peu de clarification autour de ça. C'est une bonne question. Donc, Pulsar n'est pas un organisme subventionnaire. Maintenant, il y a deux éléments. La santé durable, aujourd'hui, avec Alliance Santé Québec, il y a des choses qui se préparent justement pour soutenir les démarches d'initiation de projet. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui s'en vient pour être capable de dire, ben, vous aurez un soutien pour rédiger et structurer un projet pour le présenter aux organismes subventionnaires puis avoir plus de chances d'obtenir votre financement. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, on a des gens comme Rémi Quirion qui connaissent déjà Pulsar. On a vraiment fait des présentations. Donc, je vous dirais que de plus en plus, les responsables des fonds, les organisations qui viennent structurer le financement de la recherche connaissent Pulsar et ce qui nous ont positionné, c'est le fait qu'un projet qui s'annonce dans un programme structuré et structurant comme Pulsar est regardé avec un œil plus positif qu'un projet, je dirais, qui est un peu satellite seul. Donc, et là-dessus, nous, on vient aussi contribuer avec vous sur votre comité éthique, sur la description de la gestion de vos données, parce que ça s'en vient, hein, les organismes subventionnaires s'approchent très, très prochainement sur partage des données, publication de vos données et la structuration d'un plan de gestion de données. Donc ça, on va pouvoir vous aider là-dessus. Puis en nommant que vous allez travailler avec Pulsar, comme je viens de le dire, mais vous venez vous positionner dans un programme structuré et structurant, ce qui vient donner une crédibilité supplémentaire à votre projet. Merci. Merci, ça répond à la question, là, Alexis, je vous remercie. Juste rassurer aussi les participants là, qui posent la question. Oui, en effet, le webinaire est enregistré et il sera disponible là, pour réécoute pour vos collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui sur YouTube. On vous enverra le lien là, via l'infolettre ou sinon ce sera disponible sur notre site web. Carole, tu parlais tantôt un peu de la genèse de Pulsar, de la commande qui est venue un peu en une ligne et de là d'avoir à développer une plateforme comme Pulsar. Quelles sont les leçons qui sont apprises, les recommandations que tu ferais à, par exemple, d'autres équipes qui cherchent à développer quelque chose de similaire, peut-être dans un autre domaine ou dans une autre région? En fait, deux choses. Si vous avez une idée dans un autre domaine, venez nous voir parce que la direction de l'Université Laval a totalement l'ouverture. Ça, je peux en parler parce qu'on a déjà eu ces conversations-là pour que l'infrastructure puisse être utilisée et que l'ensemble de tout ce que l'on a fait soit rendu disponible aux équipes qui souhaitent faire. Par exemple, on a des questions actuellement, je ne sais pas, un pulsar développement durable ou un pulsar forêt intelligente ou peu importe. Je vous dirais, si vous avez des idées comme ça, venez nous voir, on va en parler. Et l'idée de Pulsar, je ne sais pas si je l'ai assez précisé, mais ce n'est pas Québec pour Québec avec Québec, Université Laval. Pulsar a un objectif de servir la population du Québec, donc les chercheurs du Québec, les intervenants et les décideurs du Québec, mais peut-être même au niveau national et international. Donc ça, là-dessus, nous avons monté une infrastructure assez solide pour que Pulsar puisse se dédoubler. Vous savez, les cellules là, qui se dédoublent, ben, ils sont dans la même bulle, mais ils se dédoublent. Ben, en fait, on a monté ce qu'il fallait pour que ça fasse ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vous dirais, leçons apprises. Ben, en fait, d'aller vite ne veut pas dire qu'on va mal. C'est parce qu'on travaille sur l'essentiel. Puis, je sais que certains sont surpris qu'en 2 ans, on soit parti d'une phrase à ce que l'on a livré là. Je vous dirais, ce qui nous a permis de faire ça, c'est l'engagement d'une communauté, l'engagement des chercheurs, mais aussi l'engagement des citoyens. On a des dizaines de citoyens qui ont contribué à travers des ateliers qui nous ont suivis tout le long. L'engagement d'une direction.
Si vous n'avez pas une direction derrière vous, je veux dire, oubliez ça parce qu'il y a des hauts et des bas. C'est pas toujours si facile que ça. Et puis, je vous dirais, commencez, finissez par la technologie. Ça nous a beaucoup aidé. C'est sûr que nous, on avait de l'expérience. Hein. Moi, ça fait des années que je gère des projets, puis les membres de mon équipe aussi. Donc, commencez par établir ce que vous voulez faire. Nous avons fait un benchmarking pour voir si ça existait ailleurs et on a fini par la technologie au service de ce que l'on souhaitait faire. Et je pense que c'est là qu'est le plus important. La technologie ne doit pas être le meneur, la technologie est celui qui nous suit pour nous soutenir. Vraiment d'utiliser la technologie plutôt comme outil pour en arriver là, à ce qu'on veut faire. La technologie est une solution. Si on détermine la solution à un problème qu'on ne comprend pas, ben dans le fond, il n'y a pas de garantie que la solution qu'on va développer va être en mesure de répondre véritablement à la question qu'on veut poser. Donc, il faut bien cibler la question, les enjeux, les paramètres, et ensuite, ben, on va chercher les technologies qui vont être en mesure de répondre véritablement à cette question-là. Puis je vais même aller plus loin. Pulsar, on l'a imaginé au-delà des besoins comme un créateur d'opportunités. Nous travaillons dans ce sens-là. Donc, si certains d'entre vous disent « Moi, je voudrais un Pulsar dans une autre région », venez nous voir, on va regarder. Est-ce que ça va être de le faire dans votre région? Est-ce que ça va être d'utiliser une patte Pulsar? Est-ce que sky is the limit? Ça veut dire que vraiment, vous allez voir sur le site internet, cette phrase-là, je ne la dis pas juste pour le webinaire, c'est comme ça qu'on travaille ici. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, comme le dit Raymond, identifiez ce que vous avez envie de faire. C'est quoi l'opportunité que vous avez envie de créer à partir de cette idée que vous avez vue? Puis on va être super content de travailler avec vous. Merci. Puis peut-être une petite question là, au niveau de la pérennité de Pulsar. Donc, vous avez développé ce bel outil-là. C'est quoi les enjeux en ce moment là, de pérennité de cette plateforme-là? Est-ce que vous avez des ressources à long terme? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a les projets qui vont être amenés à payer certains de leurs services. Puis comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas que ça soit des projets qui font nos choux gras, c'est pas l'objectif. L'autre chose, c'est qu'actuellement, on est soutenu par l'Université Laval, donc on a un financement qui nous est offert par l'Université Laval. Nous avons des démarches avec le gouvernement qui, je ne vous cacherai pas, vont dans un très bon sens, mais tant qu'on n'a pas les confirmations, on n'ira pas plus loin. Puis l'autre chose, c'est que Pulsar peut être admissible à certaines subventions. Donc, nous aussi, hein, on a une gang de chercheurs et on fait la même chose. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a mis en place dans Pulsar, si on décidait, par exemple, de dire on n'a plus d'argent, on peut fonctionner avec le Pulsar, il ne mourra pas demain. On n'a pas l'intention qu'il meure demain et on a une communauté très élargie derrière nous. Donc, c'est sûr que je dis ça, peut-être que si vraiment il y a trop d'enjeux, on ne sait jamais, mais vraiment, on est dans une dynamique de partenariat et de soutien qui est extrêmement fort. Donc, je ne vois pas d'enjeu. Puis considérant en plus, ben, en fait, tu parlais tantôt des avancées au niveau de la sécurité, des avancées au niveau de l'éthique, mais ça, c'est des avancées qui demeurent et donc qui assurent aussi un côté pérenne au projet parce que, veut pas, on a adressé les deux plus grands défis d'emblée, d'entrée de jeu, et donc nécessairement, mais ces éléments-là sont adressés aussi pour le long terme. Et je vous remercie énormément. Donc, on a quasiment terminé l'heure qu'on avait ensemble. Donc, merci beaucoup. Longue vie à Pulsar. On vous souhaite beaucoup de succès là, pour la suite et de répliquer les cellules comme vous avez dit tantôt. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes les questions là, des participants. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Juste un petit rappel que notre prochain webinaire aura lieu le 13 décembre. Donc, ça va être sur la gestion des échantillons de médicaments dans les groupes de médecine de famille. Donc, ça va être très, très intéressant. Encore un petit rappel que nos webinaires sont disponibles sur YouTube. Si vous en avez manqué un, vous pouvez aller les réécouter sans problème. Vous pouvez les envoyer à vos collègues. Vous pouvez aussi devenir membre du Réseau 1 si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, c'est rapide. Par le fait même, vous pouvez aussi devenir membre de Pulsar. Donc, allez voir le site web, allez devenir membre. Et puis, si jamais vous avez une idée ou vous voulez nous présenter une initiative de votre côté lors d'un de nos webinaires, n'hésitez pas à nous écrire. Là, on est vraiment ouvert à avoir des nouvelles idées pour nos webinaires. Et vous allez recevoir dans quelques minutes là, un petit sondage pour évaluer le webinaire d'aujourd'hui, nous donner vos commentaires. Donc, s'il vous plaît, prenez quelques minutes là, juste pour
répondent aux sondages. On les regarde très attentivement et vraiment, on utilise les commentaires là, pour améliorer les webinaires. Donc, merci à tous. Je vous souhaite un excellent fin de journée, un excellent week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.